Bonjour et bienvenue dans Ketchup Bayonnaise, votre tout nouveau et surtout tout digital rendez-vous qui, vous allez voir, aime bien mettre son grain de sel partout. Vous l'aurez compris, on est à Bayonne et c'est ici que nous allons vous faire découvrir des personnalités aux talents multiples qui ont fait de Bayonne et plus généralement de la région leur terre d'adoption, voire même parfois d'inspiration. Ils viennent d'horizons aussi différents que passionnants. Ils sont artistes, artisans, créateurs, sportifs. Ils évoluent dans la sphère médiatique et parfois même politique. Ils ont en commun leur passion pour notre région. Et ça tombe bien, ils ont dit oui à notre invitation. Ketchup Bayonnaise, c'est une entrevue à bâton rompu, un entretien gourmand et détonnant avec des invités triés sur le volet. Et tout ça le temps d'un déjeuner. Et comme on était au Pays Basque, c'est forcément dans un bistrot et autour d'une table que tout ça se passe. Et oui, c'est au travers du prisme de la bonne chère que nous allons cuisiner nos chers invités. Le premier que l'on reçoit est un grand homme de médias et c'est aussi un pur Bayonnais. Il a accepté d'endosser pour nous le rôle de parrain et ça nous va très bien. Ça y est, vous êtes prêts? Let's go! On a rendez-vous chez Pancho. Ketchup Bayonnaise, c'est parti, générique. Bonjour Christophe. Ça va, ça fait plaisir de serrer la main. Comment ça va? Bien, bien. On est ravis de vous recevoir dans Ketchup Bayonnaise. Alors, vous êtes notre premier invité, on est ravis, mais vous êtes surtout notre parrain. On vous a demandé, vous avez dit oui. Oui. On est très flattés. Oui. Un homme de médias comme vous s'intéresse à nous et cautionne notre petit projet. Oui. Donc, vous allez voir, on va vous cuisiner, bien entendu, gentiment. Ça se passe dans un bistrot, qui plus est bayonnais. Oui. Donc, les questions vont tourner autour des plaisirs de la table, de la bonne chère, mais c'est de façon plus générale qu'il faudra y répondre, vous allez voir. D'accord. Vous êtes prêts? Je suis prêt. On va commencer tout de suite avec le choix de la formule. Alors, on est dans un bistrot, on l'a dit, bon, c'est pas un gastro, donc du coup, les formules, il n'y en a que deux. Oui. C'est la formule tu ou la formule vous. Donc, on part sur le vouvoiement ou le tutoiement, je Ah, vais choisir. on part direct sur le tu. Ah ben, Moi, je suis de ça me va. la race qui aime tutoyer et qui aime bien qu'on le tutoie. Donc, Ah ben, parfait. d'autant que toi et moi, on se tutoie. Donc, Alors, on est parti. Ok. ça aide. Donc, Christophe, tu es prêt? On y va. On commence tout de suite avec la rubrique mise en bouche. Alors, dans la vie, qu'est-ce qui te met l'eau à la bouche en général? Le sucré. Moi, je suis un bec sucré, comme on dit. Mais vraiment, au-delà de toute raison. Et heureusement que j'ai pas de diabète dans la famille, parce que sinon, je serais mort. Mais oui, c'est le sucre qui me donne... je sais que c'est pas bien, il faudrait que je dise le sel, mais c'est le sucre, c'est comme ça. Hein. On choisit pas. Là, on va passer au côté liquide, du coup. La boisson idéale à l'apéritif, c'est quoi? Ah, la boisson idéale à l'apéritif. J'ai une passion pour un apéritif disparu qui est la Suze. Ah oui. Voilà. J'adore la Suze parce que personne n'aime ça. Et donc, je me dis qu'il y a un créneau à prendre. Ouais. Mais autrement, assez communément, je veux dire, une bière. Mais si on me demandait vraiment de choisir, avec tout l'éventail de l'étagère rempli d'un bout à l'autre, la Suze et le martini. Mais la Suze sèche ou tonique, ils ont essayé de la ressortir? Oui, la Suze avec de la glace, point barre. Parfait, voilà. Très bien. Juste, on est donc dans la rubrique mise en bouche. Toi, dans la vie en général, et plutôt là on va parler du professionnel, t'as soif de savoir, t'as soif de raconter des histoires, parce qu'on t'a connu comme ça, elles viennent d'où? Je pense que c'est un don.
Alors après, d'où viennent les dons, on n'en sait fiche rien, de l'héritage familial, éducatif, etc. Je pense que j'ai toujours eu ce goût à raconter des histoires, parce que ça fait des années, même avant que je me mette à raconter des histoires, qu'on disait, voici les histoires de tonton Christophe. C'est-à-dire qu'à table, je racontais des trucs comme ça. Pas des histoires extérieures à moi-même, mais des histoires, des trucs qui m'étaient arrivés, notamment dans ma vie de reporter, parce que finalement, un métier de journaliste reporter, c'est des centaines d'histoires à raconter. Et donc, je racontais des histoires et tous les gens autour de moi disaient « Ah ben voilà, c'est les histoires de tonton Christophe ». Et je ne savais pas à ce moment-là que j'allais faire de raconter des histoires mon métier, évidemment. Évidemment. Oui, je pense que là, on est proche du don, parce que moi, pour tout te dire, je chantais Annie Cordy sur les tables au repas du Mais tu n'es pas chanteuse. Voilà, exactement, on est d'accord, donc on reste sur le don. Après, si tu veux, moi j'ai combiné mon goût pour raconter des histoires avec ma connaissance de l'écriture pour l'oral, qui elle est acquise depuis que je fais de la radio. J'ai commencé ici à Radio Bayonne il y a exactement 40 ans, et la technique, l'écriture pour la radio est toujours un truc qui m'a intéressé. Et donc, petit à petit, j'ai mélangé ce goût pour raconter des histoires au savoir que j'avais accumulé en termes d'écriture à travers ma carrière. Très bien, on est bien en termes de mise en bouche. On va passer à l'étape suivante. Oui. C'est la rubrique condiments. Ah, un bon cornichon. Oui. Ah, il n'y a pas de condiment. C'est que dans les questions, c'est pas dans l'assiette en fait. Voilà, messieurs. Alors dans la vie, Christophe, qu'est-ce qui te fait monter la moutarde au nez? Me poser cette question à moi à peu près tout. Hein. Oh, je l'ai posé quand même. Mille choses, en fait, c'est mon caractère de me faire sans doute monter moi-même la moutarde à mon propre nez. Et à peu près tout, c'est-à-dire ça peut être une situation privée, ça peut être une situation politique, ça peut être une... Voilà. Tout me fait monter la moutarde au nez. C'est à la fois le problème de ma carrière et en même temps l'avantage. Parce que si j'avais été une couille molle qui disait oui à tout, je peux te dire que ça ferait au moins 10 ans que j'aurais disparu du paysage. Et assez paradoxalement, je suis dans un milieu où on aime bien que tout soit calme comme ça, que les gens soient sans saute d'humeur, alors qu'en vérité, on n'a besoin que de ça. Que de gens qui ont de l'humeur et qui ne sont pas calmes. Donc c'est un grand paradoxe de mon métier, et je pense que si j'ai réussi à durer dans ce métier, c'est parce que j'ai un caractère de merde. Et justement, là-dessus, avec un peu de recul, aucun regret d'être sanguin comme ça, d'être... Non. On peut pas avoir qu'entraîne ou pas? On ne peut pas avoir de regrets sur quelque chose qu'on ne gère pas. Si je savais gérer ça, j'aurais des regrets de l'avoir fait. Mais un, je ne sais pas gérer. Deux, je n'ai pas envie d'apprendre à gérer. Et trois, je vais faire avec. J'ai 58 balais. Honnêtement, je ne crois pas que je vais changer. Alors là, on est dans les périodes où on va en parler un peu sanguin, mais il y a des périodes dans la vie qui parfois sont un peu monotones, dans la vie personnelle ou professionnelle. Ta recette à toi pour mettre du piment dans la vie, c'est quoi? Moi, c'est tout ce qui est nouveau et que j'ai jamais fait. C'est toujours ça qui m'a intéressé quelque part. C'est le journaliste, parce que moi, je prétends que je suis journaliste depuis le jour où j'ai passé la porte de la mairie de Bayonne. La radio était au dernier étage de la mairie, là, là-bas, sous les toits. Je pense que je suis journaliste depuis ce jour-là et que je le suis encore aujourd'hui. D'ailleurs, je le suis fonctionnellement, mais que je le suis encore aujourd'hui profondément, parce que moi, découvrir tout ce que je ne connais pas encore, faire tout ce que je n'ai pas encore fait, c'est ça mon moteur, c'est ça mon piment, c'est ça. Voilà, ce que je n'ai pas encore fait. Ce que je déteste par-dessus tout, c'est la routine. Ça, faire toute sa vie la même chose, c'est-à-dire quand on me dit Jean-Pierre Pernaut quitte le journal de 13 heures qui présente depuis plus de 30 ans, je dis mais comment on peut faire un truc pendant 30 ans? Voilà. Moi, je suis incapable de faire un truc pendant 30 ans. Mon vrai cycle, c'est 5 à 6 ans la même chose, et au bout de 6 ans, j'ai envie de changer. Donc c'est ça, mon moteur, c'est la nouveauté, c'est
Là, par exemple, j'ai envie de faire du théâtre, un peu de cinéma, un peu quelque chose que j'ai jamais fait, quoi. Et comme ce que je fais aujourd'hui, on te la raconte, ça m'amène un peu vers ça, et que du coup, on me fait des propositions. Mais je dis, voilà, tiens, c'est une occasion unique de faire un truc que tu n'as jamais fait. Voilà. C'est-à-dire être à l'écoute de ce qui se présente et puis y aller foncer, quoi. Du coup, ne Ouais, pas réfléchir non plus trop. essayer d'avoir une vie plutôt riche en termes d'expérience, plutôt que la durabilité, quoi. Présenter le journal de 13 heures de TF1 pendant plus de 30 ans, c'est un truc qui me dépasse. Moi, même en plein succès, même avec... D'ailleurs, j'ai arrêté Fait entrer l'accusé au bout de 11 ans, parce que... Parce que c'était la routine, les gens ne se rendent pas compte, évidemment, ça a l'air d'être passionnant, mais en vérité, c'est poser son cul sur la même chaise tous les samedis pour regarder le même type en face, dans le même décor, avec le même type qui fait la lumière, le même ingénieur du son, la même maquilleuse. Le même blouson en cuir. Le même blouson en cuir pour poser finalement les mêmes questions aux mêmes gens. Et voilà, moi, 11 ans, c'est un exploit dans ma vie. Voilà. Je suis rarement resté en place autant de temps que ça. Et à chaque fois, les gens me disent, mais tu prends vachement de risques. Tu quittes la proie pour l'ombre. Ouais. Mais en fait, l'expérience montre que on peut nager un peu pendant 6 mois. Où on se dit, ah merde, est-ce que c'est fini et tout. Ça revient. Ça revient, d'autres opportunités se présentent. C'est tout neuf, c'est tout nouveau, c'est excitant, ça mobilise. Moi, c'est ça ma cap. Alors la prochaine question, tu y as à peu près répondu, mais peut-être qu'on peut l'étendre. Il y a une expression française qui dit le faire à sa sauce. C'est quoi la sauce rondelate? À l'intuition. À l'intuition. Alors l'intuition est à la fois une très bonne conseillère et puis une très mauvaise conseillère, puisque moi, en gros, je dis toujours que quand j'hésite à dire quelque chose ou à faire quelque chose, je le fais, je le dis toujours. Donc, il n'y a jamais une espèce de raison qui me dit tu ne devrais pas dire ça, et je l'écoute. Non. Quelquefois, elle me dit tu ne devrais pas dire ça, mais je dis quand même je vais essayer. Voilà. Donc, à ma sauce, c'est un peu sans filtre. Un peu sans filtre. Après, j'ai des filtres, il ne faut pas raconter de blagues. Je ne suis pas non plus un branquignol. J'ai travaillé dans des grands médias généralistes, leaders. Voilà. Donc, évidemment, j'ai des filtres. Je ne suis pas une sorte d'anarchiste du métier. Ça serait un peu mentir de raconter ça. Mais à ma sauce, c'est quand même un peu sans filtre par rapport aux conventions actuelles du métier. Voilà. Ok, alors on en a parlé, il y a une belle carrière et d'autres projets, on parlait peut-être de théâtre, de choses qui t'intéressent aujourd'hui, que tu aimerais faire. Est-ce qu'il y a un domaine dans lequel tu t'es dit jamais j'y mettrai mon grain de sel? Il y a un domaine dans lequel je dis jamais je n'y remettrai mon grain de sel, c'est le journalisme d'actualité. Ça, j'en ai terminé, et même si si j'avais la dalle, s'il fallait que je mange, je ne le referais pas. Ça ne m'intéresse plus, on ne se rend pas compte. Moi, j'ai commencé donc en 1981, 40 ans plus tard, tout a tellement changé. Les pratiques ont tellement changé, le métier a tellement changé que je me sens ni capable ni intéressé à le faire. Voilà. Et du coup, quand tu dis le métier il a changé en mal, du coup, il y a une Ah non. nostalgie ou pas? Ah non, 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 pas du tout. Parce que moi, ça, j'ai un peu décidé de pas finir vieux con. Donc, non, c'est pas en mieux, c'est pas en pire, mais c'est tellement différent. Bon, moi, je viens d'une époque où le journalisme était une neutralité. Où le journaliste cherchait la neutralité. Il n'était pas neutre, mais il l'a cherché. Aujourd'hui, on est dans le journalisme d'opinion à fond. Bon, par exemple, ça, je ne peux pas suivre, je n'adhère pas parce que je ne sais pas faire. Et puis voilà, moi j'ai pratiqué le journalisme avant le téléphone portable, le journalisme avant Internet, le journalisme, voilà, tout ça, avant les réseaux sociaux, tout ça a tellement bouleversé la donne que voilà, je n'ai plus envie de faire cet exercice-là. Et donc je ne le referai plus, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Aujourd'hui, par exemple, les réseaux sociaux, tu en penses quoi? Tu y es dessus? Non, je suis sur, pas d'Instagram, je suis sur Twitter officiellement, je suis sur Instagram clandestinement, parce que finalement, des gens comme moi, on est un peu obligé d'être officiellement sur les réseaux sociaux, alors que tous les autres se planquent derrière des pseudos. Et donc sur Instagram, je suis allé clandestinement, parce que j'ai pas envie de poster des trucs, ça m'intéresse pas de poster des photos, j'y vais pour voir les autres. Oui, voilà. oui. Bon. Oui. Mais j'y vais pour voir les autres. Mais pour voir Pancho, pour voir voilà, tout un tas de gens qui postent tous les jours cette assiette-là posée, voilà. Donc,
Mais sur Twitter, je suis présent, mais jamais polémique. Donc je ne fais que faire la promotion de mon émission, répondre à mes auditeurs, voilà. C'est sur ces thématiques-là. Ça fait bien longtemps que j'ai renoncé à lancer des polémiques sur Internet. Sur Twitter, c'est trop violent. Et Ouais. j'ai la chance maintenant de faire un programme plutôt consensuel, dans lequel il n'y a pas de polémique. Et donc, pourquoi est-ce que j'irais en créer alors qu'il n'y en a pas? Je profite de ma vie sans polémique, ça me va très bien. On te la raconte, c'est sur Europe 1, tous les jours de la semaine. C'est surtout pour moi un produit de podcast. C'est le deuxième podcast français. C'est sur Europe 1 tous les jours de la semaine. Ça fait des super performances sur Europe 1. Mais comme je crois énormément au podcast, je préfère dire aujourd'hui qu'on la raconte est un podcast. Parce que c'est assez incroyable. Après, ça a une explication. Je crois qu'aucun producteur de podcast n'est capable de produire un podcast par jour, comme je le fais moi. Et surtout, personne n'en a 700 en réserve pour combler les jours où il ne peut pas faire. Voilà. L'équilibre financier de cette affaire ne tient qu'au fait que le produit soit aussi diffusé sur Europe 1. Mais voilà, je suis l'un des leaders français du podcast et en vérité, il n'y a plus que ça qui me motive, le podcast. C'est bien, c'est un ancrage dans la vie d'aujourd'hui. Dans l'avenir, oui. Voilà, pour essayer de pas. Sinon, j'aurais pu faire du Super 8 ou de la VHS, mais. C'est un petit déjeuner très sympathique, mais du coup, il va vite. On va passer tout de suite à la rubrique déjà digestive. Alors, dans la vie en général, qu'est-ce qui te fait te sentir rassasié? Le travail. Parce que je sors d'une période de ma vie où j'ai énormément travaillé. Le lancement d'On de la raconte, ça a été un truc titanesque, à 12, 14 heures par jour, dans un état de stress parce qu'il fallait toujours produire pour le lendemain, qu'on était au cul du camion, etc. Donc j'ai connu j'ai été rassasié de travail, ouais, vraiment. Hein. Voilà. Aujourd'hui, le succès étant là, j'ai levé un peu le pied pour revenir à un rythme de vie un peu plus normal. Mais bon, j'étais rassasié du travail. Oui. Il y a ça qui peut me rassasier, et puis c'est à peu près tout. Hein. Dans la vie, toujours en général, les coups durs qui arrivent à tout le monde, à n'importe qui, tu les digères comment? C'est justement le travail, c'est se ruer sur le travail, ou il y a d'autres palliatifs? Non, je les digère par une sorte de, je sais pas, il me faut pas longtemps pour digérer les choses, mais en revanche, sur le moment, oui, je m'enferme, je ratassine, je maugrée, je broie du noir pendant, je dirais souvent une soirée, voilà. Mais ça dure pas longtemps. Ah non, j'ai des dépressions vertigineuses et des remontées assez rapides, donc non. On est dans la rubrique digestion, donc on va parler des rituels d'après, après une émission, après un événement heureux ou pas. C'est quoi tes rituels d'après? Alors c'est quoi un joint, un verre de vin, un massage, une poire, je sais pas. Eh bien tout ça à la fois, on va dire. Écoute, tu sais, j'ai un gros problème, c'est que je sais pas mentir. Et comme je sais pas mentir, je peux pas te dire la vérité. Ok, ça me va. Dans la vie, toujours en général, on en revient toujours à ça. Qu'est-ce qui est pour toi, mais alors complètement indigeste? Un truc insupportable. Le snobisme, je pense. Je pense que c'est le snobisme. Je le vois parce que tous les week-ends, je prends le train de Paris pour descendre à Bayonne. Et donc, il y a dans le train, bon, avec le Covid, tout est un peu différent, mais pas totalement. Il y a donc ceux qui descendent à Arcachon, ceux qui descendent à Biarritz, ceux qui descendent à Saint-Jean-de-Luz, et donc il y a un paquet de snobinards, ils m'exaspèrent, voilà. Et tous les week-ends, je maugrais dans mon coin, dans mon fauteuil, ils sont là, ils ont des jeans qui sont bien choisis juste pour le week-end, des pompes en nubuck, parce que le week-end on met plutôt du nubuck, et la semaine plutôt des trucs comme ça, des vestes qui tombent bien, des coupes de cheveux, enfin voilà. Toute cette bande-là, toute cette race-là m'exaspère. On va passer maintenant à la rubrique La tournée du patron. Et oui, parce qu'on va avoir droit à la tournée du patron. Ah.
Christophe, voici Pancho, que je crois que tu connais déjà. Bonjour monsieur. Ne mentons, Enchanté. ne mentons pas. Alors, comme tout patron de bistrot qui se respecte, Pancho, il entend tout, il voit tout, et il est là pour te retranscrire les questions de Marie clients, Guzzo. de comptoir qu'il a entendues à ton sujet. Ah, Alors, qu'est-ce qu'on raconte sur moi, monsieur? avant de commencer, comme tous les patrons de bar, il a perdu pas mal de chiffres d'affaires pendant ces 2 confinements. C'est vrai. Il a perdu aussi pas mal de kilos, c'est la bonne nouvelle. C'est Et vrai on aussi. le retrouve tout frais. Donc, on C'est espère ma contribution. qu'il va bien retranscrire. Ta Majesté. qu'il va bien Que retranscrire. le peuple s'amuse. Donc, alors, Pancho, ils disent quoi, tes clients? Bon, alors la question qui revient le plus souvent, c'est qu'est-ce qui est devenu la veste en cuir? Ah, Hein? ouais. Alors ça, la veste en cuir, je me souviens très bien, c'est le dernier tournage. J'étais à la lumière pour la dernière fois, je relève le col, je sors, et j'ai cette veste. Et j'ai pas vraiment réfléchi, ou j'ai repoussé l'idée de qu'est-ce que je vais faire de cette veste. Il y a l'option où tu la mets sur un cintre, tu la mets dans le placard, elle prend un peu le vert de gris, tu vois, et puis elle était plus du tout à la mode, mais alors, je l'avais achetée en 99, elle était totalement dépassée, et donc je l'aurais jamais remise. Et je me suis dit, il faut que je la donne à quelqu'un, de l'équipe. Alors il y avait l'option où je la donnais à mon producteur, qui est un de mes meilleurs amis, ou à mon réalisateur, qui est aussi un très bon ami, ou à Dominique Rizet. Et en fait, dans les tournages de Faites entrer l'accusé, il y avait un personnage absolument central qui était le chef éclairagiste, Jean-Philippe Michevant, dit Jean-Phi. Et je l'ai offert à Jean-Philippe Michevant, qui s'y attendait pas du tout. C'est-à-dire, tout le monde était autour de moi, tout le monde était un peu ému. C'était la fin de 12 ans d'aventure. On avait passé des heures, des nuits entières ensemble à tourner, etc. Donc il y avait vraiment de l'affection, de l'amitié, et en même temps tellement de routine que moi, c'est tout ça que j'aimais, mais dont je ne voulais plus. Et j'ai pris ma veste, je l'ai enlevée, et j'ai dit, à qui est-ce que je vais donner de cette veste? Alors tout le monde s'est dit, etc. Et je me suis approché de Jean-Phi, je lui ai donné la veste parce que il nous a fait rire pendant plus de 11 ans. Voilà. C'est un type drôle, spontané, voilà. Et donc, je l'ai eu il n'y a pas longtemps, il est à la retraite maintenant, et il m'a dit qu'il avait toujours la veste. Voilà. Un jour, il sera autorisé à la vendre aux enchères pour une œuvre de bienfaisance. C'est cette espèce de veste que j'ai achetée d'occasion dans un dépôt-vente de vêtements du 17e arrondissement à Paris, parce qu'on m'avait montré des tas de vestes qui étaient trop propres, trop machin, et aucune ne me plaisait. Et donc, à un moment donné, j'ai dit, OK, je vais m'en occuper, je vais l'acheter moi-même. Je suis allé dans ce dépôt-vente, j'ai essayé cette veste, j'ai dit, c'est ça qu'il me faut. Et je l'ai acheté, je sais pas, 100 balles. Voilà. C'était en francs à l'époque. Oui, en plus. L'équivalent de 100 €, quoi. Alors, il y a d'autres questions, on suppose? Oui, une question de Félix, étudiant à Bayonne, hein, qui se demande si, à part Dr House et Mickey Mouse, Oui. qu'est-ce que tu regardes sur Netflix pendant le confinement? Alors, en ce moment, j'ai regardé Peaky Blinders. Alors, c'est pas sur Netflix. Non. Peaky Blinders, qui est une super série qui se déroule après la guerre de 14 en Angleterre. Qu'est-ce que j'ai regardé d'autre récemment? On oublie, moi j'oublie, c'est redoutable. Là, c'est ma dernière série, Peaky Blinders, c'est quand même 5 saisons, donc j'ai passé un petit peu de temps. Mais après, rassure-nous, les séries que tu choisis, c'est pas du tout des choses judiciaires ou politiques, enfin, Aucune. ou d'enquête, du tout. Les gens m'ont toujours dit, tu lis des polars? Bien sûr. Ben non, Jamais. jamais. J'ai été, une année, on m'a collé dans un prix de polar, et du coup, je me suis mis à lire des polars. Mais après, j'ai pas continué, non. Ah non, moi je n'ai pas, comment dire, moi je raconte des affaires criminelles parce que ce qui m'intéresse, c'est raconter. Et d'ailleurs, dans On-delà te raconte, je raconte pas que des affaires criminelles. J'ai raconté par exemple l'enfance de Michel Sardou, Pancho a adoré, mais voilà, oui, je ne focalise pas sur le criminel, ça m'intéresse, j'ai envie de dire intellectuellement, sur le plan du savoir, du fonctionnement du système pénal, la procédure pénale, tout ça, oui, ça qui m'intéresse, mais après, le crime n'est pas, j'ai pas de passion pour le crime, ça, je l'ai toujours dit. Ça nous rassure. Une autre question? Oui. Oui. Alors on y va. Eh oui. On a la mémoire fait défaut, c'est C'est ça? ça. Oui. De... Je crois que c'était une cliente, Linkia. dont tu m'avais parlé, non? Oui. Oui. Qu'est-ce qu'elle a, Linkia?
Je crois. En dehors de beaux yeux bleus, qu'est-ce qu'elle a à me demander? L'air de rien, on a un peu préparé cette émission. Hein. Oui. Non, Lydia, je crois que. Mais oui, mais j'écoute, alors après, raconte ça. Là, j'ai là. T'es pas professionnel, hein? Non. Non. En fait, c'était que. C'est un métier, hein, finalement. Oui, merci. Tu vois. C'est comme la limonade. Elle était fan de toi, Olympia. Elle était fan de toi à l'époque enfin, du moins de cette émission. De Christophe, de l'accusé, oui, Oui. qui était culte pour elle. Et sa question, c'était est-ce qu'on va revoir Christophe Ondelat à la télévision un jour? Et si oui, dans quel domaine? On va me revoir à la télévision, j'espère prochainement. Je tourne un pilote dans les semaines qui viennent. Je ne sais pas encore sur quelle chaîne ça finira. Il y a des négociations avec plusieurs chaînes. Et dans quel domaine, d'après toi? Alors, on a découvert en préparant l'émission aussi, en parlant de narrateur, que tu avais été la voix du narrateur dans Ratatouille. Oui, Alors, je fais la voix, une des voix du début. Ouais. Mais ils l'ont accéléré, ce qui fait que on le reconnaît pas. Pour ça que personne ne le sait. Mais ma petite fille qui regarde Ratatouille, mon fils lui a dit que c'était Papy qui était dans Ratatouille, alors elle m'a dit « Papy, il travaille dans Ratatouille !» Mais voilà, j'ai fait ça, oui, j'ai fait ça. C'est très chic, ça, J'ai c'est fait génial. Et ben voilà, merci Christophe, on est ravis Merci à vous. de t'avoir accueilli. Et longue vie à oui, Bayonne Ketchup. Ketchup bayonnaise. Ketchup bayonnais. Ça va. Vous pouvez retrouver Ketchup bayonnaise à toutes les sauces et sur tous vos écrans via les réseaux sociaux, mais aussi sur notre chaîne YouTube. On vous mettra à jour les futurs invités, on va vous donner les noms et vous pourrez même poser vos questions à l'adresse mail qui s'inscrit là juste en bas de votre écran. En attendant de vous retrouver, n'oubliez pas, ripostez, likez, commentez. On a hâte de vous retrouver et sachez que c'est grâce à vous que la mayonnaise prendra. À bientôt.